Cet épisode a une distance de 12 km à un pace de 5 minutes 50. Salut, c'est Coach Bill. On est de retour pour une saison 3 de Coureur.io dans une formule renouvelée. Ici Coach Frank. Évidemment, on poursuit notre mission de vous accompagner dans votre pratique de la course à pied, en étant pertinent, mais surtout en ayant bien du fun. Allô, moi c'est Coach Isa, je suis la petite nouvelle qui joue à l'équipe. Mets tes souliers, prends tes écouteurs parce qu'on part pour une belle course ensemble. Au moment d'enregistrer cet épisode, nous sommes au beau milieu du printemps. C'est la fête des mères aujourd'hui même. L'été s'en vient avec ses multiples événements. La saison est pas mal planifiée pour les coureurs, puis pour nous les coachs, c'est le moment de faire une rétrospective de nos athlètes. Justement, en fin de semaine prochaine, nos filles vont être en pré-défi, donc les demoiselles. Donc, ça consiste à faire à peu près le tiers de l'événement qu'ils vont faire cet été. Un 34 km réparti en plusieurs relais de 8 km. Et puis, ça nous a donné l'idée de faire une rétrospective de justement nos athlètes, mais pas seulement les demoiselles, ou de raconter des histoires d'athlètes, des évolutions. Vous parlez un peu des bons coups, des moins bons coups. Et puis, c'est comme ça que ça va se passer. On va regarder c'est quoi. On a-tu atteint nos objectifs? Les bobos, y en a-tu des nouveaux? Les vieux sont-tu guéris? Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, allô Bill, t'as-tu couru cette semaine? Salut Coach Isa. Ben oui, j'ai couru. Puis, je vais te compter, cette semaine, j'ai fait 2 courses qui étaient pour moi, je les ai appelées impro centraux. Parce que, à partir du travail où je suis, j'ai accès au centre-ville à pas trop loin. Ça me donne une distance pas pire. Et puis, souvent, j'improvise mes trajets. Tu sais, moi et Kevin, on avait un trajet classique là où on faisait un 8-10 là, en allant au centre-ville. Puis là, je suis comme un peu tanné de ce trajet-là. Mais à chaque fois, je me rends compte que je suis content d'aller au centre-ville. Là, c'est le fun en plus. La vie recommence. Ouais. La rue des Forges est piétonnière. C'est cool de courir en plein milieu de ça. Fait que j'ai commencé à me faire des petits trajets improvisés où je me rends au centre-ville, mais je prends des chemins alternatifs, puis je reviens aussi par des chemins alternatifs. Fait que ça fait différent. Je profite quand même de mon centre-ville. Je vois les gens, je vois du monde, puis le décor est fabuleux, là, le bord du fleuve avec le pont, l'amphithéâtre. C'est vraiment un beau coin. Mais je varie mes allers-retours, finalement, mon chemin pour m'y rendre puis pour revenir. Fait que ça me fait un petit peu de diversité, puis c'est cool. J'avoue, c'est un beau spot. Puis quand tu fais ça... T'as-tu un nombre de kilomètres fixe ou ben tu vas faire entre 9 puis 12? Ah, je les appelle impro, c'est justement pour ça. Oui, ça ressemble à ça. Entre 8 et 12, je pense que oui. Okay. Ça dépend du temps que j'ai. Tu sais, si j'ai une rencontre à 13h30, là, je suis un peu stiff parce que j'aime bien aller me doucher avant de rencontrer des gens. Idéalement. Mais la magie des rencontres Teams aujourd'hui, des fois, je peux gagner un petit peu de temps puis manger en rencontre, pas de caméra, en grand groupe. Des fois, c'est pas impossible, mais oui, c'est ça. Fait que mais c'est de l'impro, là. J'y vais dans ces distances-là. Ah, c'est bon. Toi, est-ce que tu as couru cette semaine? Eh oui, j'ai couru. J'ai couru aujourd'hui même où une fille qui court et puis ce que je voulais mentionner, ça a super bien été la course, mais ça a passé proche de pas bien aller. J'ai eu un divan, un nouveau divan, puis j'ai eu besoin de le laver avec une laveuse à tapis. Et puis, je me suis donnée. Et puis, je me suis fait mal dans le bas du dos à force de le faire. Ça aurait pu mal se passer. Fait que j'ai joué un peu avec le feu en travaillant très fort, mais à force de massage, puis d'étirement, puis d'avoir bougé, finalement, ça a bien été ma course. Tu dis ça, puis des fois, j'ai souvent vu ça, des maux de dos, là, faut être prudent, là. Ceci n'est pas un avis médical, les chers auditeurs. Par contre, j'ai souvent vu ça, ou des tensions au dos, on va dire une entorse au dos, qui en est pas tant une, mais souvent c'est une contracture musculaire au niveau des muscles du bas du dos. Et puis, de faire un exercice cardiovasculaire va des fois aider à libérer ces tensions-là par la sécrétion des hormones après la course. Ce qui fait que faut pas que ça fasse mal pendant, on s'entend, là, parce que quand tu cours, évidemment, ça peut donner des chocs, des coups au bas du dos. Mais le bénéfice de relaxation qu'on a après un exercice cardiovasculaire, des fois, va venir apaiser puis délier finalement les contractures musculaires au niveau du dos. Ben vraiment, puis j'ai moins mal que j'avais mal un matin avant la course, fait que effectivement ça fonctionne. Puis même au-delà de ça, puis ça encore c'est pas un avis médical, puis j'en avais parlé au physio, puis c'était un peu pas clair comme réponse, mais mon premier pré-défi, justement, tu sais, je l'ai fait au complet. Et puis, j'étais vidée, exténuée, j'avais mal partout à la fin de la journée. Je me suis couchée, je me suis relevée 12 heures plus tard, puis j'avais plus aucune douleur.
mais ni les douleurs que j'avais avant le pré-défi que je traînais depuis plusieurs mois. C'est comme si mon corps avait fait un shutdown. C'est comme, c'est too much, on repart à zéro, j'avais plus rien. Fait que, il peut se passer ça aussi. Parce qu'on a déjà dit ça sur le podcast, le sommeil est important pour la récupération. C'est juste le sommeil. Effectivement. Ça me dit quelque chose qu'on a déjà parlé de ça. Avant d'aborder le sujet principal, tu voulais nous parler de certains trucs? Ben, premièrement, rappel du défi forestier, notre concours qui est toujours en cours. Donc, encore pour quelques semaines. On vous rappelle, on va faire le tirage le 11 juin. En fait, c'est pas vrai. On va faire le tirage d'avance. On va annoncer le gagnant à l'épisode du 11 juin. Mais donc, c'est encore possible de s'inscrire au concours. Il y a une publication du côté de la page Facebook coureur.io. Taguez vos amis. Sur le groupe Strava aussi, on a une publication pour le concours. Même chose, vous pouvez taguer vos amis coureurs. Si vous taguez une personne, vous gagnez une équipe de 2. 3 personnes, une équipe de 4. Mais il y a même moyen d'en taguer 2 puis de faire une équipe de 3. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez commenter plus qu'une fois hein, si vous avez plusieurs personnes que vous aimeriez inviter ou vous faire connaître ce défi-là. Puis, je vous lance ça comme ça, là, mais n'hésitez pas de vous inscrire pareil ici maintenant pour être sûr de réserver votre spot. Cette course-là est vraiment pas chère. Et puis, si jamais vous gagnez, je suis convaincu qu'il y a quelque chose à arranger. Là. D'ailleurs, il y a Paul qui nous a fait un retour sur l'épisode qu'on a fait avec Amy et Thomas, puis qui était de notre avis comme quoi c'était 2 beaux jeunes allumés par rapport à l'entrepreneuriat, la course redonnée à cette cause-là. Puis, il voulait quand même... Il nous en a fait part et moi, je trouve ça important de le relancer. Bravo à vous, Amy et Thomas. Sinon, cette semaine, il y a quelques personnes quand même qui m'ont parlé de fait des retours sur différents épisodes. Il y a Geneviève qui est une athlète que j'ai déjà coachée. Et puis, je l'ai croisée comme par hasard. Elle m'a dit « Hey, je vous écoute tous les dimanches. » Moi, j'ai dit « Oui, nos épisodes sortent le mardi. » Elle, son rendez-vous avec nous, c'est le dimanche et elle nous écoute pendant qu'elle fait sa préparation de ses repas de la semaine. Fait que ça joue dans sa cuisine, elle nous écoute. Et on est dimanche, fait que ça donne bien. On enregistre un dimanche aujourd'hui. Fait que salut Geneviève, puis elle m'a soumis une suggestion. Elle dit « J'ai une super bonne idée pour vous. J'aimerais vraiment ça que vous parliez de nutrition. » C'est pas la première fois qu'on entend parler. Je pense qu'il va vraiment falloir la faire, notre série. Moi, j'ai hâte. Nutrition. Si vous avez des questions par rapport à ça, à la nutrition, envoyez-nous-les. Pour vrai, ça va juste nourrir le débat, la réflexion. On sait que la raison pourquoi on l'a pas encore fait, c'est que je pense que c'est pas un petit épisode à faire à la sauvette. Ça se peut que ce soit 1, 2, 3. Je le sais pas. La forme que ça prendra, mais je veux qu'on l'apporte de façon assez large. Fait qu'encore une fois, les questions qui vous brûlent la langue, ben on veut les avoir, on veut les entendre, puis on pourra les utiliser avec les gens qu'on invitera ou dans nos recherches pour vous répondre du mieux possible. J'aimerais ça saluer José aussi, qui nous écoute, je vais te passer le commentaire, Coach Isa, elle a dit qu'on avait une voix agréable à écouter, puis que notre delivery était bon. Je dis, wow, c'est cool ça. C'est vraiment le fun. Ben oui. Ouais. Merci de nous le dire. Ben oui, effectivement, il y a des podcasts qui, des fois, le contenu va être intéressant, mais il y a un petit quelque chose qui fait qu'on décroche, puis ça peut être la voix de la personne, ça peut être la manière qui est montée, ça peut être toutes sortes de petites choses. Il y a aussi une autre Geneviève qui m'a fait un commentaire par rapport à un truc d'une auditrice. C'était Cathy qui avait donné le truc sur le groupe Strava suivant notre épisode Runner's Hack. Elle en avait soumis un autre qui était pour ceux qui ont des trous à l'arrière de leur soulier. Quand le talon frotte à l'intérieur du soulier puis que ça finit de faire un trou, ben Cathy avait proposé qu'elle les répare avec du cut et tape, du tape utilisé par les physios, les massos. Fait que de mettre ce tape-là qui est quand même souple puis qui est doux, ben ça vient boucher le trou puis c'est très résistant. Fait que ça s'use pas très vite. Ça vient donner une durée de vie supplémentaire au soulier. Ben Geneviève m'a fait un retour, elle me disait « Hey, je l'ai essayé et ça marche vraiment bien. J'ai sauvé une de mes paires de souliers comme ça. » Ah, c'est super. Moi aussi, j'aimerais ça saluer quelqu'un. C'est une demoiselle, Maryse. Il est arrivé un accident très bête, en fait, sur la route. Et puis, de justesse, elle a évité de se faire frapper par un véhicule. Mais quand même, le véhicule a frappé sa jambe. Et puis, sa saison de course est terminée. Puis, on sait ce que c'est. On s'engage, on est investi. Puis, tu sais, c'est tout son quotidien qui va être chamboulé. Mais tout l'aspect émotif, c'est sa gang, c'est...
l'effet psychologique de la course, tout simplement. Fait que je voulais envoyer un gros cœur à Maryse pour y souhaiter un bon rétablissement. Ce qui nous amène à notre sujet principal, petite rétrospective d'athlètes. On en a, évidemment qu'on a suivi là de façon contemporaine, on suit des demoiselles, on a des histoires avec eux. On a jasé même avec elles, hey, ça vous tenterait-tu qu'on parle de votre histoire? Tout le monde a levé la main, ben oui, allez-y, ça peut juste être riche. Et puis, on a d'autres histoires aussi là, de d'autres athlètes qu'on a pu suivre dans le passé, soit Isa, soit moi. Et puis, on voulait vous parler de certaines histoires comme ça qui sont inspirantes. Mais j'ai envie de dire qu'il peut aussi démontrer d'une maturité, d'une évolution au niveau psychologique par rapport à la course puis aux enjeux. Ouais, puis justement, la course, tu sais, la progression en course, ça s'évalue pas juste par un temps et un chrono sur une feuille ou sur un site comme Sportstat. Non. Il y a tellement de choses qui peuvent démontrer l'évolution comme sportif, comme coureur. Puis c'est un peu ça, je pense, que je veux qu'on mette en lumière aujourd'hui. Là. Effectivement. On part par où? On part par athlète ou on part par... Comme tu le sens. T'as-tu un filon? Ben, pour ce qui est, comme tu disais, c'est pas juste un pace qui permet de voir une évolution au niveau de la course, mais la façon dont on se sent quand on court. J'ai envie qu'on parle de notre coco national, qui avait quand même une certaine pression par rapport à son pace, par rapport à sa vitesse de course. Elle voulait maintenir quelque chose et puis s'est installée une certaine fatigue à un moment donné et puis qu'on pouvait observer. Puis Coco, elle nous avait... Coco s'appelle Colombe, en fait, là, puis je parle très personnel de Coco. Elle avait mentionné que quand elle fait des chutes de glycémie, en fait, son conjoint peut s'en rendre compte à peu près 30 minutes avant elle-même, avant de commencer à avoir des symptômes. Puis là, on lui disait, ça faisait quelques fois, « T'es sûr, t'es pas fatigué? T'sais, on regarde, t'es sorti, puis la façon dont tu t'exprimes, puis... » Elle sentait que non, mais à un moment donné, elle a dit « Pour moi, vous êtes comme mon chum, puis vous avez spoté que je suis fatiguée avant moi. » Puis à un moment donné, cette fatigue-là s'est manifestée à l'intérieur d'elle, puis elle a reconnu les signaux. Elle a eu une belle confiance. Elle nous a partagé comment qu'elle se sentait, son évolution. Elle a pris les pauses quand ils se sont présentés. Et puis, un des derniers entraînements qu'on a fait, on a dit aux filles, OK, on enlève les montres, personne part sa montre, puis ça va être un bénévole qui va déterminer le pace, puis vous autres, vous avez juste à courir, puis vous suivez la personne en avant. Et puis, Colombe, elle m'a confié, elle dit, depuis qu'on a fait ça, juste de l'enlever une fois, elle dit, je le regarde plus. Elle dit, je t'assais bien, là. Puis, je trouve, c'est une médaille. Voilà une médaille. La saison est pas finie, puis on a une médaille déjà, bien. Sais-tu comment on appelle ça, courir pas de montre dans le jargon? Non. On dit du naked running. Oh à non. Quel point on est accroché à notre montre, puis que c'est donc important de l'avoir, puis que il y a pour certaines personnes, puis je pense que j'en suis, impossible d'aller sortir courir si ma montre est pas chargée ou si je l'ai pas, là. OK, J'aimerais à ce point-là? Ouais, ça va me driver, ça va me donner une raison de dire, ben non, je pourrais y aller à soir, finalement, ou ouais. ouais. Mais ouais. juste ton téléphone? Il va me manquer de données. Oui. Ouais. T'analyses toutes tes données à toutes tes sorties? Non. Okay. Je sais que je les ai. OK. C'est maladif. Tu vas l'avoir. Ouais, c'est ça, exactement. Non, c'est maladif, là. Je le sais, là. Mais j'aimerais ça me détacher, effectivement, de ça, parce que je regarde des gens qui l'ont fait, je me dis, ils ont pas mal plus de plaisir que moi. Mais j'ai encore, tu sais, fondamentalement, je suis un gars de chiffres, je suis un gars de données. Fait que de savoir que je les ai pas captés, même si je les utilise pas ici maintenant, ça vient me chercher, là. Puis, ouais, fait que, ouais, je suis pas là encore, mais je sais qu'il y en a qui font le saut, justement, de, soit, je la regarde pratiquement plus, ma montre, pratiquement plus jamais. Je sais, par exemple, c'est OK, je vais faire telle distance à peu près, puis je vais au feeling, ça va. Mais je suis plus accroché à ma montre à regarder mon pace. Même l'inverse, dernièrement, j'ai travaillé à ralentir, c'est pas facile. Mais justement, quand je la regarde, là, c'est pas pour me dire « Hey, je suis bien lent », c'est « Hey, je suis bien vite », puis pour ralentir, pour essayer de faire des sorties qui sont moins taxantes, plus légères. Là. Mais de là dire l'enlever ou que je suis pas prêt. OK. Non. Mais comme tu dis, je pense que pour les filles, ça a été... On a rendu ça acceptable parce qu'on dit « Là, tout le monde est dans le même bateau. » Là, là vous pourrez pas vous comparer « Hey, elle a fait ses sorties, moi je l'ai pas faite, elle l'a faite. » Là, tout le monde, on la verra pas, la sortie, là, entre guillemets, elle n'existe pas sur Strava.
Puis je pense que pour certaines, ça leur a enlevé une certaine pression effectivement. Ah ouais, OK, on peut faire ça. Cool. Ouais. Ouais. Puis sachant aussi qu'on peut pas aller voir, là. Comme coach, mon coach va pas aller voir ce que j'ai fait, puis ça a été quoi mes valeurs, quoi que, tu sais, on va pas les voir nécessairement de façon assidue. Mais ouais. Non, on check pas tous les jours, effectivement. Puis ça c'est un point. Juste l'utilisation des données comme ça objectives quand on coach quelqu'un, moi je trouve, surtout si c'est du coaching à distance. Tu sais, si c'est un coach, un athlète que tu cours avec 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, ça j'en ai une belle histoire que je pourrais te conter tantôt. Ben là, tu sais, j'ai 100% du topo, là. Je vais courir avec mon athlète, je le vois ce qui se passe, il me parle, il peut pas trop me bullshiter, je le vois puis je l'entends, là, tu sais, fait que je le feel, puis s'il me dit « Ah, tout va bien » puis qu'il est essoufflé puis qu'il a de la misère à lier 2 mots, ben là, dis-moi pas que ça va bien, ça a l'air dur, là. Non, mais c'est correct. Non, mais c'est... OK, changeons ta vision de la chose. Ce n'est pas ça, courir dans le bonheur puis dans la légèreté. Tu sais, des fois, c'est juste un changement de vision qu'il y a à faire aussi, là. T'as dit, ben, il y a moyen de courir autrement, savais-tu? Mais si on n'a pas ça, ben là, nécessairement, d'avoir ces données objectives-là, c'est super riche. Puis je dirais surtout en début de relation avec un athlète, parce que tu es capable d'avoir la portion subjective quand tu lui parles, quand il te fait un retour, et la portion objective des chiffres de OK, moi, ce que je vois, puis notamment pour voir venir une fatigue qui s'installe, par exemple. Puis, tu sais, il y a un lien qui doit se faire entre ce que l'athlète ressent, ce que je vois quand je cours à côté de toi, puis ce que les données me disent dans l'ordinateur. Puis, souvent, c'est ça qui est difficile d'aller, c'est un peu ce que je disais avec Colombe tantôt, d'aller dire ça, là, ce que tu ressens, c'est de la fatigue. Ou ça, ce que tu ressens, c'est trop difficile, ou tu vas trop vite, puis là, tu sais, non, je suis capable. Oui, t'es capable, parce que visiblement, tu le fais, puis tu vas pas t'effoirer à terre. C'est pas ça que je dis, là. Je pense pas que tu vas t'effoirer au sol, mais physiquement, dans ton visage, dans ta respiration, ta façon de me parler, je vois que c'est pas sain, tu te fais du mal, là, tu sais. Puis on utilise, entre autres, l'échelle de perception de l'effort pour essayer aussi de facilement mettre une note sur le feeling. Ça, c'est utilisé à plusieurs sauces, là. Il y a plein de manières de l'avoir. Moi, souvent, j'utilisais une échelle simplifiée là, qui était 1 sur 10, puis avec des petits bonhommes là, qui disent, mettons, OK, à 3, je suis chill, là, je suis assis, puis je regarde les oiseaux. Là. À 0, je dors, je fais rien. Puis à 10, j'ai vraiment littéralement envie de mourir. Vomir aussi. Vomir aussi, ça se peut. Tu sais, je suis vraiment à bout. Là. Mais, tu sais, tellement de monde vont s'entraîner à 7-8, 8,5, 9, en disant je veux que ça paye. Non, les bénéfices, c'est pas là que tu vas les avoir. C'est à 4-5, là, 3, 4, 5. Là. C'est ça. Surtout en endurance. Mais d'avoir ces chiffres-là comme ça. Puis il y a maintenant ça se fait sur Strava, ça se fait sur... Moi, maintenant, à la fin d'un entraînement sur ma montre, je peux le dire. Je me demande 0 à 10, comment t'as trouvé ça difficile ton entraînement? Puis après ça, j'ai des petits bonhommes sourire, tu sais, t'es-tu déçu? Ça va-tu bien? Ou t'es super heureux? Moi, je suis toujours heureux. C'est rare. Je suis tout le temps au bout. Ah oui, ben, je viens de finir de courir. Penses-tu que je suis pas heureux? C'est sûr. Tout va bien. Mais oui, je cote mes courses. Je suis comme ça en perception de l'effort. Moi, je l'ai trouvé un peu plus tough que ça aurait dû, là. Je la mets, mettons, à 7. Ou, aujourd'hui, c'était facile. Je volais, je l'ai fait easy. C'est un 3. Mettons, un 4, là. OK. Puis tu irais faire pour toi-même? Pas encore, mais j'ai mes données. Ouais, au moins c'est t'as compris. Si un jour. Je veux qu'ils soient là, les données. Ils sont là. Pour l'instant, je suis à ce point-là. Mais oui, ça pourrait me permettre de regarder, mettons, 2 courses ou, tu sais, suivre un athlète qui aurait ces valeurs-là, mais je pourrais dire, OK, sans lui parler, avoir quand même un peu de subjectif, puis de voir, OK, ouais, pour moi, ça a l'air d'avoir bien été, son cœur est pas si haut, mais, oh shit, elle a eu 8 sur 10, fait qu'il y avait d'autres choses, là. Il y avait clairement d'autres choses qui fait que ça a été tough, là. Fait que là, il y a un petit point, ça se peut, j'y parle. Parce que, il y a quelque chose, là. J'ai envie d'y aller avec Joby. Joby, on est allé courir cette semaine ensemble, une petite sortie, on voulait regarder qu'est-ce qui se passe pendant une côte. Parce que sur des plats, ça va bien. Joby on parle tout le temps de pace, puis tu sais, je veux pas aller là, mais en même temps, faut y aller parce que elle a beaucoup amélioré son pace. L'année passée, c'est sa 2e année de demoiselle. L'année passée, elle avait beaucoup de douleurs, des périostites, une
cadence, si je me trompe pas, qui était assez lente. Donc, c'est ça, les impacts étaient prolongés là sur ses jambes. C'était difficile, puis son pace était quand même assez lent. Il s'est beaucoup amélioré. Fait que oui, c'est un signe d'amélioration, mais ce qui est vraiment trippant, c'est quand on regarde ces données sur Strava, mettons les premières sorties au début de l'année, on avait le pace qui avait tendance à diminuer plus la sortie avançait, et la fréquence cardiaque qui montait clairement. Donc, on voyait qu'il y avait une fatigue qui s'installait à l'intérieur d'une même sortie. Maintenant, quand on regarde les sorties, sa vitesse est stable, plus élevée qu'au début de l'année, puis sa fréquence cardiaque aussi est capable de maintenir une belle fréquence cardiaque. Ce qu'on avait mis en place comme stratégie, c'était une alarme sur sa montre, puis quand elle atteignait 170 battements par minute, elle devait marcher jusqu'à temps que sa fréquence cardiaque redescende en bas de 125 battements par minute, puis à tout bout de champ, bip, 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 fallait qu'elle arrête pour marcher. Mais là, ça bip plus. Fait qu'elle est capable on voit que sa condition physique s'est beaucoup améliorée, puis elle est capable de reconnaître les signaux pour dire, je vais peut-être un petit peu trop vite, sans nécessairement être tout le temps en train de regarder sa montre. Puis, ce qu'on est allé valider dans les côtes, c'est qu'elle sentait justement son essoufflement qui monte beaucoup. Et puis, juste valider, voir si tout était correct. Puis, finalement, elle a remarqué par elle-même, c'est drôle, elle dit, j'avais de la difficulté à parler à telle pace, à tel moment, plus tôt dans la course. Puis, une fois qu'on a terminé la course, ses fréquences cardiaques étaient semblables, mais étaient beaucoup moins essoufflées, comme si, on dirait que ça me donne un deuxième souffle. Puis, justement, c'est ce qu'on a parlé, une fois que quand on part de notre divan à commencer à courir, il y a un certain délai avant que le corps soit prêt à courir. Les vaisseaux sanguins vont se dilater, la fréquence cardiaque va augmenter, la fréquence respiratoire, puis là, ça va s'installer pour dire, je peux courir à 7 minutes du kilomètre, puis là, ton corps est adapté pour courir à 7 minutes du kilomètre. Mais si tu le mets dans une côte, tout à coup, t'augmentes l'exigence, il y a encore un délai. Fait que là, les vaisseaux sanguins vont se dilater encore un peu plus, la fréquence cardiaque va augmenter, ton cœur va être plus efficace, à chaque fois qu'il pompe du sang. Donc, une fois que ta côte est terminée, là, ton corps est prêt, là. Il mange de la côte, là. Il veut que ça soit dur, mais là, tu diminues l'intensité, fait que c'est super facile. Mais c'est physiquement super facile. Quand t'es dans une belle zone, par exemple. Faut pas que tu sois déjà en épuisement, sinon tu vas juste continuer à t'épuiser puis tu vas casser. Mais c'était la belle découverte qu'on a faite cette semaine. On était très satisfaites toutes les deux. Je reviens à ce que tu as dit par rapport à la lecture des données. Et puis, ça, je me souviens quand on a commencé à coacher ensemble, tu n'avais jamais utilisé nécessairement des données comme ça, oui. Strava, etc. Mais qu'est-ce que tu regardes? Puis ça m'a pris quand même un petit 2 minutes de t'as peu là. Faut que je nomme ça, faut que je l'explique. Alors que c'était devenu plutôt intuitif. Ouais. Je regarde les graphiques, ok, c'est beau, je sais ce que j'ai vu, je sais ce qu'il faut que je fasse. Mais qu'est-ce que j'ai remarqué précisément? De te l'expliquer. Ça m'a aidé justement à mettre des mots puis à concrétiser. OK, c'est quoi que je regarde puis c'est quoi les constats que je tire. Il y a plein d'affaires cool à voir là-dedans. Ce que tu as nommé tantôt, puis on voit que si j'exagère un petit peu, ça donne un beau graphique en X là, où justement le pace chute vers le bas. Puis dans l'autre sens, on a une autre ligne qui monte vers le haut. Tout de suite, on le voit. Oh, OK, c'est clair que c'est de l'épuisement. La personne est partie trop vite. C'était pas une vitesse confortable. Elle s'est épuisée. Son cœur s'est mis à monter tellement fou qu'elle a été obligée de descendre sa vitesse. Mais c'est dur, ça. C'est dur à faire baisser. Puis des fois, ça m'est arrivé. Ça dépend des personnes, mais il y a des gens pour qui de le voir comme ça aussi sur papier, ça peut les aider. Ouais. Puis il y en a à qui je l'ai montré. Regarde ce que je vois. Regarde ici ce qui se passe. C'est telle affaire. Même chose aussi quand on parle d'intervalle. Moi, souvent, ce que je vais dire aux athlètes que je leur fais faire de l'intervalle, un succès, c'est que, mettons, je te fais faire 10 fois une, par exemple, tes minutes de course, pour moi, plus ta vitesse va être constante entre la première et la 10e, mais plus ça démontre aussi une maturité de coureur, que tu te connais, tu sais c'est quoi ta vitesse pour faire 10 fois une. Pour arriver au bout, OK, je l'ai faite, puis ils sont égales. Puis à l'inverse, pendant la minute de marche, mais ce qu'on regarde, c'est la chute cardiaque. C'est quoi la récupération cardiaque que tu fais? Puis ça, c'est super important. On s'en soucie pas tant quand on est juste coureur. On regarde juste le pace. Mais la récupération rapide que tu es capable de faire dans un arrêt très, très court, ça dénote d'une excellente santé cardiovasculaire. Fait que ça aussi, des fois, on voit une amélioration de ça. Tu faisais faire quelque chose à quelqu'un. Tu y refais faire plus tard, puis tu te rends compte que avant, là, entre tes intervalles, la personne, mettons, abaissait de 5 battements, 6 battements, il y avait peu de récupération. Puis généralement, c'est que tu vois que le cœur finit par s'emballer. Rendu au 10e intervalle, ils sont à côté, puis il n'y a plus rien à faire. Alors que
quand tu arrives avec des athlètes un peu plus entraînés puis qui ont bien fait leur intervalle, des fois, tu as des descentes en 1 minute là, de 20-25 battements par minute, là, ce qui est phénoménal. Mais c'est développer cette récupération-là, cette capacité de récupération-là à travers les entraînements. Puis, je reviens à ce qu'on parlait tantôt quand tu cours avec un athlète, puis là, la personne est essoufflée, elle a la difficulté à parler. Ce que j'ai remarqué aussi physiquement, là, surtout quand il fait chaud, là, l'hiver, on le voit peut-être un petit peu moins, mais tu sais, quand la personne est super essoufflée, elle a les joues rouges, mais il y a une certaine portion qui est blanche, ou le tour des lèvres, comme s'il y avait un manque d'oxygène, clairement, au niveau de la peau, parce que t'en demandes tellement à ton corps que, un peu comme l'hiver, là, tu sais, on va geler des doigts, puis parce que ça va dans les régions plus importantes. Fait que le sang est apporté plus dans les régions du cœur, tout ça, fait que c'est la peau qui blanchit. Ça, c'est vraiment intense. Puis, ce que je veux faire comme parallèle, c'est quand on fait des intervalles, admettons que je fais des intervalles, je sais pas moi, de 4 minutes de course. On va pas aller à 100% pendant 4 minutes parce que ça va être trop difficile à maintenir. On va y aller, je sais pas moi, à 70%. 70% de sa VO2 max. Quand on fait faire des entraînements comme ça, c'est très exigeant. Il y a une fatigue qui s'installe. On n'est pas à 100%, mais on impose une pause de 48 heures pour une récupération efficace, là, pour surcompenser puis pour voir les bénéfices, parce qu'on a parlé dans un autre épisode que le moment où la progression se fait, c'est dans la période de repos. Donc, pour progresser, ça prend 48, même 72 heures de pause. Fait, si tu fais une sortie, je sais pas moi, tu vas faire un 5 km, puis t'es allé, puis c'était, tu sais, le niveau de difficulté était à 7, 8 sur 10. C'est clair que t'es plusieurs jours à pas pouvoir courir, sinon tu vas hypothéquer ton corps, c'est sûr et certain. Là, on avait justement des intervalles à faire dans son training dans les dernières semaines. En plus, ça a donné dans des semaines en plein hiver. C'était assez exigeant. Aussi, respirer de l'air froid quand tu es en effort intense, c'est encore plus difficile. Et puis, justement, c'était ça. Son coach lui avait dit, écoute, quand tu vas avoir fait ces séances-là d'intervalle, t'en as justement pour un 48 heures d'être pas détruite, là, mais tu sais, terriblement fatiguée, puis c'est normal. Prends-les, repose-toi. Et elle l'a vécu, elle l'a nommé, elle dit, tabarouette, j'ai un 2 jours, là, ouf, mon corps veut plus rien faire, là. Elle était pas blessée, tu sais, il y avait pas de blessure. T'sais, visiblement, oui, elle était sur le fil, puis c'est là la richesse de quelqu'un qui la guidait, puis pour que ça se fasse comme il faut. Mais elle est allée chercher des bénéfices incroyables, là. Après ça, quand il est arrivé justement des entraînements un peu plus réguliers, continus, ça a se fait. Sa progression a été phénoménale, mais parce qu'elle a respecté ses temps de pause. Effectivement. Puis c'est pas juste les jambes, là. Tu sais, moi je pense à des intervalles que j'ai fait là quelques mois. C'est les muscles respiratoires. Quand t'es pas habitué de faire des intervalles, ces muscles-là sont pas sollicités, là. C'est rare qu'on ait essoufflé dans la vie. Fait que tu viens raquer des muscles respiratoires. C'est pas le fun. C'est vraiment pas agréable comme sensation, mais ils ont besoin de récupérer, eux autres aussi. J'en lance une autre. Je vois dans notre liste Lynn qui a une condition physique particulière. Je vais le décrire de cette façon-là. C'est comme si elle était allergique à elle-même. Donc, elle a besoin d'un médicament, un peu comme les anti-allergies, là, mais qui fait en sorte que son corps arrête de se battre contre lui-même. Ce médicament-là la rend fatiguée, ça crée plusieurs problématiques, mais le fait d'être allergique à elle-même aussi, donc c'est tout le temps en train de jouer avec ça, augmenter la dose, diminuer la dose pour avoir le moins d'effets secondaires possible. Ça a été houleux pendant jusqu'à maintenant, j'ai envie de dire. Et puis peut-être aussi avec la température qui a changé, là, avec le printemps, il fait un peu plus chaud, c'est un peu plus facile, mais elle a persévéré, elle a continué à faire ses entraînements. Il y a des semaines, elle a été malade aussi. Il y a eu des virus cet hiver, ça n'a pas de sens. Ils ont tous été malades. Oui. Ça scrape un plan. Faut que tu prennes une pause. Ouais. On attend, puis on va attendre que ça soit parti. Fait que c'est ça. Il y a des moments où elle a pas pu courir, mais elle a quand même fait ses petites sorties. Des fois, c'était juste une sortie de marche. Des fois, c'était, j'ai fait 4-5 intervalles pendant cette sortie de marche-là. Puis cette persévérance-là a tellement payé parce que elle a fait des longues sorties en continu là qu'elle nous a parlé dernièrement. Donc
des fois, ça donne l'impression, crime, je fais tout ça pour rien. Tu sais, je fais une marche à la place de faire ma course. Je suis en fractionné alors que je devrais être en continu. Bon, je suis malade, je cours pas pantoute alors que je devrais. Mais chaque sortie est importante. Chaque effort physique va avoir un impact sur ta condition physique. Ça va être léger comment qu'on a dit ça? Imperceptible. Ça va être imperceptible comme effet, mais à un moment donné, ça va se manifester avec de l'endurance, avec une vitesse qui va être améliorée, là. Mais vraiment ici, Lynn, c'est son endurance qui s'est installée, puis j'ai hâte de voir. Il reste quelques mois avant le défi. C'est super. On continue de travailler comme ça, puis garde ta belle assiduité, sérieusement, ça paye. On le voit, c'est flagrant. Je t'écoutais puis je m'en allais exactement là, cette fameuse citation que j'adore qui dit que de faire confiance à un coach comme ça, oui, il y a un acte de foi parce que la progression pour être durable doit être imperceptible. Puis ça, c'est ingrat parce que tu dis, voyons, je pourrais en faire plus, puis il me semble que, puis ah non, je peux pas en faire cette semaine. Puis tu as dit quelque chose de super intéressant l'autre fois aussi, de dire, tu sais, la personne, elle arrête, mettons, 10 jours parce qu'elle est malade, puis OK, je suis rendu là. Non, t'es pas rendu nulle part, là. T'es ici maintenant, puis on va travailler avec ce que t'es ici maintenant. Le futur, c'était un plan comme guide, mais après ça, il y a rien qui change pas. Faut prendre en compte ici, maintenant. T'es pas... Tu sais, les semaines de ton plan avancent, mais toi, t'as pas avancé. Fait que nécessairement, c'est ça. Il tient plus la route, on va le refaire. Mais oui, effectivement, sauf que comme c'est imperceptible, c'est cool d'avoir des moments dans le temps où on peut soit se mesurer. C'est pas tout le monde qui va triper à faire de l'événementiel, puis c'est bien correct. Mais tu sais, mettons, moi j'aime ça de temps en temps, là, aller faire un 5 km, mettons, Trou du Diable. OK, aujourd'hui, là, je le défonce. Là. Ça va être advienne que pourra, là, ça va être un petit 5 kilos, puis après ça, je me coucherai dans le gazon, c'est pas grave, là, si je vois des petites étoiles. Je me teste aujourd'hui. Tu sais, ça, je trouve ça cool d'aller mesurer ça. Mais c'est pas tout le monde qui le trippe aussi comme ça, mais il y a moyen de le mesurer ou du moins de s'en rendre compte autrement. Puis c'est souvent par des petites victoires comme ça au quotidien. Hey, j'ai couru une demi-heure en continu. Ça a bien été. Puis j'avais même pas regardé ma montre. Puis je fais comme, hey, wow, je suis rendu à 32 minutes. J'avais fini. Puis ça allait bien. Ouais. Alors que d'habitude, après 20 minutes, je regarde, ah non, ça fait juste 6 minutes. C'est ça. Hey, non, c'est clair, ça, c'est tellement hot comme effet positif. Et puis, ça me donne envie de dire, si c'était, je l'avais dit l'autre fois, si c'était plus facile qu'on pense progresser, on n'est peut-être pas obligé de s'arracher le cœur, puis le corps, puis le souffle pour progresser. Parce que là, si on regarde, des sorties de marche, ça peut être suffisant. Mais c'est ça, je pense pas qu'on est obligé de s'arracher le corps comme ça pour progresser, là. 100% d'accord avec toi. Moi, c'est ça, la personne à qui j'ai pensé, c'était Geneviève. Cet hiver, elle m'a demandé, j'aimerais ça avoir un plan d'initiation à la course. C'est tellement difficile, je suis pas capable de parler, je suis jamais bien quand je cours. Puis là, c'est pas normal. C'est pas normal que tu puisses pas être bien. Il y a moyen de rendre ça confortable. Puis de quelle façon on va le faire? Ça sera pas en te faisant courir du continu. Clairement, ce niveau-là est trop exigeant. Puis on va y aller doucement avec, justement, parce qu'on va être doux avec le corps. Fait que ce qu'on a fait, c'est... elle habite dans un secteur où il y a des côtes. Pas des grosses côtes, mais tu sais, c'est quand même un bon dénivelé. Donc, le plan, c'était, tu vas courir pour renforcer ses articulations, parce que ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas couru. Tu vas courir quand ça va être en descendant, puis en montant, tu vas marcher. Tu vas juste faire une marche rapide. Fait que ses fréquences cardiaques montaient suffisamment pour venir développer son endurance, puis quand même, on faisait un peu de jogging, puis qu'on a pu travailler au niveau de ses articulations. En tout cas, je trouvais ça super intéressant de parler de ce plan de match-là, parce que j'ai reposé la question, parce que là, son plan est rendu... elle a commencé à courir en continu. C'est pas moi qui a poursuivi là, le suivi de coaching, mais j'ai posé la question, est-ce que tu penses que ça t'a aidé? Puis elle a dit tellement, là, c'est devenu agréable. Tu sais, il fallait, mettons, quand elle voulait recommencer à courir, elle partait trop haut. On a recommencé un peu plus bas, puis de faire ça, ça lui a permis d'être dans un entraînement plus difficile, puis d'être bien quand même. Marie-Claire, au début de l'année, est arrivée dans son évaluation. Je refais les demoiselles, je l'ai déjà fait. J'ai tendance à faire des périostites. Il faut y aller progressivement. Elle a déjà recommencé à courir avant d'avoir son plan de demoiselle. Tout va bien.
Et puis, rien ne va plus. Elle se fait un entorse à la cheville à son travail. Il y a quelqu'un qui a parlé, elle s'est retournée, elle s'est tordue la cheville, mais une très bonne entorse. Plusieurs mois de rééducation juste pour pouvoir marcher. Elle a été présente à tous les entraînements, elle a suivi nos conseils, elle a suivi les conseils de la physio. J'ai le goût de te dire que quand ça arrive, ça, c'est une drôle de posture. Tu sais, parce que quand on se blesse, peu importe qui je pense, là, tu sais, que ce soit quelqu'un de débutant ou d'avancé, peu importe, quand on se blesse, souvent la première affaire qu'on fait, c'est pas j'ai mal, c'est fuck, mes événements ou mes engagements. Ah, je pourrais pas faire ci, je pourrais pas faire ça. Tu sais, c'est comme si tous nos ancrages dans le futur s'effondrent. Puis là, on se remet en question. OK, mais pourquoi je fais ça? Mais là, on a le goût parce qu'on veut concrétiser ça dans quoi on s'est engagé. Fait au début, j'oserais dire, puis là, je veux pas décourager personne, quand j'entends des physios, des médecins dire « Ah, c'est un 6 semaines de convalescence », c'est un 6 semaines pour faire tes activités régulières, pas pour faire des activités extraordinaires comme courir ou faire des activités impact ou sauter en bungee, je sais pas. Mais tout ce 6 semaines-là, je veux pas dire que c'est un mensonge, là, parce qu'en même temps, il donne espoir. Tu sais, tu dis, OK, good, je vais m'accrocher sur mon 6 semaines. Mais au bout de ta première convalescence, c'est juste que tu arrives souvent avec douleur ou avec difficulté, avec raideur, à faire tes activités courantes à peu près comme tu les faisais avant, mais avec plus de difficultés, puis avec souvent une prudence extrême parce que toutes les structures sont pas encore réparées. Puis une entorse, c'est vraiment le muscle va étirer dans l'entorse. Toutes les structures de qui soutiennent ta cheville, par exemple, vont étirer. Mais après ça, souvent, c'est très prompt à refaire une entorse parce que il y a moins de stabilité, il y a plus, c'est plus laxe, en quelque sorte. Ce qui fait qu'il y a un long temps d'adaptation. On vient venir rechercher une certaine stabilité, puis ça prend des exercices, ça prend plein de choses. Fait que pendant cet intervalle-là, ben, tout ce que tu fais, c'est un peu précaire, je dirais, où il faut être prudent. Mais en même temps, de garder cette croyance-là de « Hey, ça se peut. » Tu sais, hey, dans 6 semaines, c'est réglé ou « Hey, ça se peut encore, mon événement que j'ai dans 4 mois, 6 mois. » Ça, je pense que ça nourrit un certain espoir qui est important aussi pendant la guérison, puis qui te met focus sur « OK, je vais aller faire mes exercices de rehab. Oui. OK, je vais respecter mon plan parce que moi, j'y tiens, je veux que ça arrive, je veux le faire. » Je sais pas si tu comprends la dualité que je vois là-dedans. Là. Oui, c'est ça, effectivement. Puis tu parlais de l'entorse, puis qu'on a tendance à refaire une entorse. Tu as parlé au niveau musculaire, mais aussi au niveau des ligaments. Tu sais, c'est beaucoup moins irrigué. Puis une fois qu'ils sont étirés, ces ligaments-là, tu sais, l'articulation, ça, c'est comme juste des lacets, là. C'est raide, c'est tendu, puis ça maintient toutes les os puis dans la bonne position. Là, faut que les muscles se renforcent pour venir restabiliser le temps que les ligaments vont se replacer, mais c'est très, 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 très long. Fait que oui, c'est exigeant. Fait que oui, effectivement, ta physio, faut vraiment que tu la fasses. Sinon, ce que tu vas faire, tu vas juste te ramasser à te faire une deuxième entorse là, en très peu de temps. Oui, t'as raison, c'est ça. Le ligament, une fois qu'il est étiré, ça revient pas tant, vu que c'est très, très peu irrigué. Ouais. Fait que c'est le muscle qui doit compenser, pour la suite des choses. Hein. Puis c'est exigeant. Puis après ça compense parce que à gauche puis à droite, il se passe pas la même chose. Ouais. Fait que, ouais, effectivement. Puis oui, clairement, quand il arrive un événement, un accident comme ça, tu sais, c'est comme si la vie se met sur pause, tu fais, puis là, tu vois défiler tous tes événements, tu fais, non, tu sais. Mais, ouais, effectivement. Mais par contre, tu sais, là, j'ai l'air défaitiste, mais je veux lancer aussi un message d'espoir de faut continuer d'y croire. Puis moi, j'ai vu des beaux succès à travers ça. Des gens qui sont focus, qui vont justement respecter. Tu parlais de Marie-Claire, je trouve que c'en est un bel exemple où elle était extra respectueuse du plan, puis on avait une communication constante. Il y avait plusieurs spécialistes dans le dossier aussi, que ce soit l'orthopédiste, physio, etc. Tu sais, tout le monde a travaillé dans le même sens. Puis à plus forte raison, elle a travaillé pour avancer de la meilleure manière possible, puis solidifier tout ça. Puis on a collectivement continué d'y croire avec elle, même s'il y a eu des moments qui sont un peu plus durs. Des passages, je dis, on avait le goût de dire, oh, pas sûr. Tu sais, mathématiquement, là, je suis pas sûr que ça arrive. Mais c'est pas impossible.
Il y a une lueur d'espoir, ou disons, il y a un pourcentage où c'est possible, mais la marge d'erreur est tellement faible que tu dis, OK, il faut être très rigoureux. Je parle de l'athlète en premier, là. Tu sois très, très rigoureux. On parlait dernièrement de courir plusieurs lapins en même temps, d'être prudent, c'est de limiter les risques au maximum. Si tu as un objectif dans lequel tu t'engages, quand tu as une blessure, c'est encore plus important d'être super prudent dans tout le reste des activités pour consolider ça puis donner une chance que ça puisse se faire, que ça puisse réussir. Oui. Puis on en a parlé, puis on a été transparent aussi avec elle, parce que là, c'est, moi, je veux le faire quand même, mon défi de 100 km. OK. Puis là, on l'a nommé, tu sais que c'est très, très, très limite. Les chances sont bonnes que ça fonctionne pas, mais on va tout faire ce qui est possible pour mettre en place que ça se produise, tu sais. Dans toutes les possibilités, il y en a peut-être une ou deux, tu sais. On n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Puis j'ai aimé ça parce que tu as nommé, Billy, dans notre conversation à trois. C'est OK, je suis down, on le fait parce que tu communiques avec nous, tu nous parles de ta réalité, tu nous poses des questions, tu es transparente. Et puis, tu sais, Marie-Claire aussi, elle connaît beaucoup son corps. Tu sais, elle connaît les sensations assez quand c'est une sensation qui peut être inquiétante. Elle va venir nous poser une question, elle va continuer ses rendez-vous avec la physio. Elle fait ses exercices, même les exercices plates au gym, elle les fait toutes, mais vraiment toute la gang. Fait que on peut se permettre de dire, OK, on va y aller parce qu'on veut pas non plus la briser. Là. On veut qu'elle ait une vie après le défi, là. Fait que ça donne une bonne chance là, de pouvoir réussir. Puis tu sais, reste qu'au bout de la ligne, comme coach, on a juste un pouvoir de recommandation. Tu sais, la personne fait ce qu'elle veut au bout de la ligne. C'est des adultes consentants, puis tu sais, ils font ce qu'ils veulent. Nous, on recommande, on donne un guide. C'est pour ça que quand un athlète, quand moi j'ai exposé tous les risques, je dis, OK, voici ce que moi je vois, voici ce que moi je te recommande. C'est ça que je ferais avec mes connaissances, ma vision de la chose. Moi, je ferais ça. Maintenant, je laisserais tomber, exemple, quelqu'un qui aurait un demi-marathon dans 6 mois, puis il vient de se faire une méga entorche. C'est peut-être pas bonne année. Moi, je te dis que t'es mieux de pas le faire. Tu risques de te générer plus de déception parce que tout le long, tu vas essayer de dire « je vais être correct, je vais être correct, je vais être correct ». Il y a une charge mentale qui s'installe tout le long. Pendant ce temps-là, est-ce que, tu sais, si c'est une charge mentale négative, est-ce que tu es en train de favoriser ta guérison? Alors que si tu dis « hey, j'accepte de pas le faire cette année, je vais baisser mes attentes, puis je vais le faire l'année prochaine », tu sais, ça peut être libérateur puis faciliter tout ça. Mais une fois que tout ça est établi, puis que j'ai donné mon conseil, la personne, elle me dit « je t'entends, je comprends, mais je vais le faire pareil. » OK, c'est ta décision, puis je vais le faire avec toi. Tu sais, à moins que ce soit quelque chose de complètement débile auquel je crois pas, puis que ça me fait peur, puis que OK, je vais te blesser si je fais ça. Là. OK, je suis peut-être pas le bon coach pour toi. Trouve-toi quelqu'un d'autre pour te guider là-dedans, parce que moi, j'y crois pas assez. Mais si j'y crois un temps soit peu, puis la personne dit je vais le faire pareil, si t'es pour le faire pareil, on va s'arranger pour que tu le fasses le mieux possible. Puis à la limite, peut-être que la décision va s'imposer d'elle-même un peu plus tard parce que tu te rends compte, la personne va se rendre compte, ouais, OK, je comprends pourquoi tu m'as dit que c'était peut-être pas bonne année. Ouais, je pensais que ça reviendrait plus vite. Ouais, je pensais que ce serait plus facile que ça. Je pensais que une fois ma rehab faite de 6 semaines, que je reprendrais la course exactement où j'étais rendu quand je me suis blessé. Mais non. Fait que tu sais, les constats, des fois, peuvent venir aussi plus tard. Puis ça laisse le temps à personne de comprendre pourquoi tu avais fait cette recommandation-là. C'est ça. Sinon, c'est un peu comme donner son premier verre de bière à un ado, là, un jeune. Là. Tant qu'à le faire, tu vas le faire avec moi, puis ça va être d'un cadre sécuritaire. Ouais. C'est un peu l'analogie. Mais même dans ce style-là, moi j'en connais une autre que moi j'ai coachée, qui était à peu près un parcours similaire. Puis elle s'appelle Isabelle. De moi? Ben oui, toi. Pourquoi une entorse? OK, ouais, je vois la blessure, là, je cherchais pour dire, ouais, une entorse? Non, ouais, okay. Non, parce que l'année passée, quand j'étais coaché, effectivement. C'était ça, là. C'était toute l'année, on s'est battu contre une blessure, puis semaine après semaine, c'était OK, qu'est-ce qu'on fait? Il y a rien, ça va pas mieux que la semaine passée, puis entre guillemets, il n'y a pas grand-chose à faire parce que ça prenait un repos prolongé pour que tu puisses repartir. Puis on l'a fait ensemble parce que dans la dernière semaine, moi, j'y crois pas, un défi 100 km, statistiquement, ou du moins théoriquement, ça faisait pas de sens.
Puis tu m'as dit, je veux l'essayer pareil. Parfait. Puis ça tombait exactement dans la catégorie que je viens de décrire. J'y croyais juste assez pour dire, parfait, je vais t'accompagner pour qu'on le fasse de la meilleure manière possible. Puis on avait fait une entente ensemble. Moindrement que ça va pas, tu me parles, tu me dis qu'est-ce qui se passe, on réajuste, puis tu étais prête à ça. Effectivement. T'sais? Puis finalement, tu l'as réussi, puis tu as réussi à tout le faire. Mais sur papier, pour vrai, il y avait très peu de chances que ça marche, ton histoire, là. T'avais pas beaucoup de volume d'impact, les risques de blessure étaient importants pour te lancer dans un défi comme ça, mais t'avais une méga base de sport, tu venais pas de commencer à courir dans la dernière année, t'en avais déjà, t'avais de l'expérience, puis je pense que t'avais aussi l'humilité de dire, OK, je veux pas me scraper je viens de vivre une année de marde, à être blessé puis à pas avoir de plaisir à courir, tu voulais pas sortir encore pire, finalement encore plus détruit au terme de cet exercice-là, fait que à cause de tout ça, ben moi, j'étais down de le faire, puis finalement, ben ça a bien réussi. Là. Mais c'est ça, tu sais, c'était touché encore parce que, tu sais, pour mettre en contexte, l'idée, c'est de faire 10 fois 10 km. Puis, ce que tu m'avais proposé, c'était, regarde, le premier relais, on fera, mettons, 6 km. Puis là, si ça a bien été, le deuxième, tu feras 7, puis 8, puis 9. Mais là, moi, je faisais le calcul, puis je me disais, je me rendrai pas à mon 100 km. Mais je suis quand même capable de savoir quand j'ai mal, puis si j'ai trop de douleur. Fait que j'ai dit, je vais prendre le risque de partir avec mon premier relais, de faire 10, le deuxième 10, puis à un moment donné, si ça fonctionne plus, de casser. Mais à l'inverse, je vais m'être donné une chance de réaliser mon défi. Puis dans le pire des cas, tu sais, parce que je pourrais pas revenir en arrière s'il me manque 5-6 kilomètres. Bon, en tout cas, fait que ça, c'était un peu l'effet performance. Mais j'étais prête à dire, c'est beau, j'embarque dans le camion, j'ai trop de douleur, je veux pas me blesser indéfiniment. Fait que c'était un peu le deal qu'on avait passé, que je devais te le dire si ça fonctionnait pas, puis arrêter. Puis tu me rappelles une autre histoire qu'une autre athlète que j'ai eue l'année passée. C'est drôle, ça s'était passé justement au pré-défi, c'était une demoiselle, où quand on est arrivé là, elle était blessée, bandelette, ça faisait pas, elle avait un plan de la physio de faire à peu près la moitié de la distance sur chaque relais. Fait qu'au lieu de faire des 8 kilos, elle faisait 1 kilomètre, 1 kilomètre off, 1 kilomètre, 1 kilomètre off, quelque chose du genre. Du moins, là, tu sais, c'était assez conservateur. Puis là, elle vient me voir. Elle dit, j'aimerais ça en faire plus. Je peux-tu faire 5-6 kilos, c'est 8, puis je garde. Non. Ta physio t'a dit ça. Je respecte ça pour le premier relais. Puis, par contre, je veux que tu me dises tes sensations. Puis au terme de ce premier relais-là, avec la plan de la physio, on ira ensemble la voir. Puis on verra qu'est-ce qu'on fait pour la suite. Puis si tu me dis que ça va bien, honnêtement, puis tu sais, je vais te voir, là, on court ensemble, j'étais là. Ben, moi, je vais être down de dire, OK, on pousse un peu plus. Mais pour le premier, respectons qu'est-ce qu'elle t'a dit. Je trouvais que c'était la meilleure chose à faire aussi. Ça m'avait fait sourire parce que elle dit, ça a super bien été, j'ai pas de douleur, tout est beau. Elle dit, à la limite, tu sais, les kilomètres que je cours pas puis que je fais sur le vélo me font plus mal aux genoux que de courir. Fait que tu sais, vélo d'un côte, en tout cas du moins pour ce qu'elle avait, c'était pas mieux. Fait que ça la reposait pas tant que ça, puis ça accentuait la blessure. Fait qu'on est parti, on est allé voir, j'ai dit viens, on va aller voir la physio, qui était là sur place, puis on va aller discuter avec. Ça m'a fait très rire parce que quand on est arrivé, la physio nous regarde, elle dit bon, vous êtes venus à deux pour me convaincre. Ben non, ben non, c'est au contraire. T'sais, on parle de l'athlète, moi je trouve ça juste pertinent qu'elle soit là. Je veux pas venir te parler dans son dos, on va en parler avec elle, elle va donner son point de vue, puis elle nous avait arrivé ensemble, mais pour moi, je voulais être le plus neutre possible. Je veux ton avis de physio sur ça, voici ce que moi j'ai observé, puis entendons-nous sur un plan qui fait du sens pour ce que toi tu vois quand tu traites, ce que moi j'observe sur le terrain, puis ce qu'elle nous dit comment qu'elle se sent. Puis finalement, tu vois, on a tiré l'élastique un peu, on est allé un peu plus pour le deuxième. Puis même chose après, on tournait ensemble à 3, on a rediscuté. Puis tu sais, là, l'approche était différente. Là, elle nous avait arrivé, OK, bon, comment ça a été? Là, fait que là, c'était une dynamique vraiment différente de on travaille, je vais dire, en multidisciplinaire. Moi, ma vision de coach et sa vision de physio avec l'athlète. Puis troisième relais, OK, on l'essaye au complet, mais on s'entend, si ça marche pas, t'arrêtes. Puis ça a super bien marché parce qu'il y avait de la communication. C'est vraiment important. C'est important d'avoir les perceptions de l'athlète. Puis ça me fait penser quand que justement j'étais blessée, puis je me faisais proposer souvent, fais du vélo, Zia, pour maintenir ton cas. Je peux pas faire du vélo, c'est le fait que l'articulation est mobilisée que ça crée de la douleur, fait que ça me faisait autant mal du vélo, fait que ouais, c'est important de. Tu me fais penser, je fais une parenthèse, mais ceux qui sont blessés généralement au bas du corps,
c'est dur de trouver une activité de transfert qui est cardiovasculaire. Tu sais, que Ouais. ce soit vélo. Là, rameur. Non, rameur, c'est des jambes, là. Ouais. Le monde pense que c'est des bras, là, mais c'est des jambes puis du dos, là. Mm. Fait que, tu sais, la plupart des activités cardiovasculaires intenses sollicitent le bas du corps. Ouais. À moins que tu te mettes à faire de la chaise roulante, là, ouais, en course, mais Ouais. ça prend la bonne chaise, puis ça prend quand même de la technique, tu sais, pour pas te reblesser sur d'autres choses. Ouais. Mais c'est vrai, c'est à prendre en compte quand on fait des activités de transfert pendant la blessure, de pas solliciter la même chose ou de pas accentuer la blessure, finalement. Un exemple est bon. J'ai envie de parler de nos belles demoiselles là, qui ont un train de vie assez rempli, tu sais, côté travail, côté famille. On va se le dire, là, les demoiselles, c'est beaucoup d'engagement, c'est beaucoup de temps. Il faut faire beaucoup de volume. Ben, pas juste les demoiselles, là, mais tu sais, quand t'as un grand défi qui s'en vient. Puis on en a parlé, tu sais, toutes les activités qu'on fait autour peut créer... tu sais, comme faire de la corde à sauter, c'est pas un entraînement croisé, là. C'est la même qualité d'impact, c'est pas du tout un entraînement croisé. Puis ça me fait penser à notre belle Judith qui travaille très fort, qui s'entraîne très fort, puis qui s'entraînait aussi en privé au gym. Et puis on suivait ses fréquences cardiaques, puis c'est comme OK, on va ralentir un peu, on va aller en fractionner, puis on essaie de faire diminuer l'augmentation de sa fréquence cardiaque, là, je sais pas si tu me suis. Ouais, limiter l'augmentation, mettons. Puis là, ça fonctionne pas. Puis là, on fait l'évaluation, puis on se questionne, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis, à un moment donné, je pose la question, mais puis c'est pas moi qui fais l'entraînement privé, là, elle le fait au gym avec un autre entraîneur. Je dis, qu'est-ce que tu fais en entraînement privé? Et puis, on se rend compte que finalement, il y a plein d'exercices de puissance, tu sais, des sauts, on travaille en pliométrie, puis des intervalles sur le tapis roulant, puis là, j'allume, je fais « Oh mon Dieu, OK, hey, on est en train tu doubles tes entraînements, en fait, on ralentit pas, c'est l'inverse, tu sais. » Littéralement brûler la chandelle par les deux bouts, là. Ouais. Fait que là, tu sais, puis là, même si c'est pas du cardio en lui-même, le cardiovasculaire est hyper sollicité, fait que c'est pas au niveau de ses articulations, c'est pas au niveau de ses genoux, de ses hanches, au niveau de son dos, c'est vraiment au niveau cardiovasculaire. Il y a une fatigue systémique qui s'est installée. Et puis, il a fallu vraiment réduire, en tout cas, de travailler de façon complémentaire par rapport aux entraînements privés puis les entraînements sur semaine. Mais là, à ça, tu sais, on ajoute le travail, la famille et le quotidien. C'est quelque chose j'ai envie de dire, fragile, où on peut pas éliminer la famille, on peut pas éliminer le travail. Faut concilier tout ça. Ça peut devenir un enjeu là pour l'athlète. Il y a un équilibre, je pense, un judicieux équilibre à avoir parce que, tu sais, si, moi je le sais, je me connais dans des périodes de stress intense ou j'ai des stretches au travail, par exemple, où c'est mentalement plus difficile, plus exigeant. Si je pénalise mon sport, si je laisse de côté la course parce que je vais sauter un midi parce que j'ai du travail à finir, par exemple, ou un soir, ça donne pas à soir parce que j'ai d'autres choses à faire, mais plus je retarde ça, mais pire finalement ma performance au travail va être parce que j'arrive jamais à me libérer l'esprit, j'arrive jamais à... La course finalement m'aide énormément à abaisser ce stress-là. Mm-hmm. Fait que de le prioriser dans tout ça, dans un agenda qui a l'air trop chargé, je le sais que si j'ai quelque chose à éliminer, idéalement, faut pas que ce soit le sport. Parce que sinon, je vais tomber dans une spin négative. Je vais être plus difficile de m'en ressortir, finalement. Mais ça veut pas dire qu'il faut pas que j'abandonne quelque chose. Ça veut dire qu'il faut que je fasse quand même des choix difficiles si ça rentre plus dans l'horaire, mais c'est généralement pas la meilleure idée d'abandonner ma course parce qu'elle est bénéfique à cet équilibre-là. Mm-hmm. Puis il y a autre chose qui prend beaucoup de temps dans un horaire, c'est le sommeil. Puis c'est plate, faut pas non plus aller piger là-dedans, là. Ça, c'est sacré, on touche pas à ça parce qu'on a besoin de récupérer. Mm-mm. Je sais pas si tu veux nous parler d'Annick. Toi, ça fait un petit bout que tu la connais. Moi, je l'ai vue ce matin à une fille qui court. Elle était rayonnante. Ça avait l'air d'aller super bien. Toi, ça fait un petit bout que tu la coaches. Tellement une belle athlète, ça, puis plaisante à coacher. Ça fait, effectivement, ça doit faire 2 ans, peut-être un peu plus que je la coach. J'avais commencé à la coacher dans un groupe. Et puis, c'est moi qui l'ai graduellement amené vers les demoiselles. Où l'an passé, j'ai dit il me semble que tu ferais une bonne bénévole pour venir guider les filles, les aider dans des relais. Puis elle m'avait fait vraiment sourire parce que dans toute sa candeur, elle me dit
Ah, mais je suis pas coach, moi, puis tu sais, j'ai rien à leur donner. Oh, détrompe-toi. Juste d'être là. Être là, les appuyer, puis au terme de cette expérience-là, tu sais, elle était venue me remercier, elle a dit, hey, j'ai trippé à faire ça, ça a été cool, puis elle a vu la valeur de ce qu'elle pouvait donner. Et puis cette année, elle s'est inscrite elle-même comme demoiselle. Ça témoigne du plaisir ou du moins de l'attachement qu'elle a eu envers cet événement-là. Et puis, même chose, c'en est une aussi que s'est battue avec blessure, avec une résilience incroyable. Tu sais, des fois, je pense qu'elle aurait pu... J'aurais donné le droit de se plaindre un peu plus que ça, de dire « Hey, je suis tanné, là. » Puis non, ça a toujours été « Ah, ben non, c'est pas si pire, mais je veux pas vous déranger. » Non, tu me déranges pas. On va travailler ensemble, puis je veux tellement que tu reviennes rapidement, mais le plus sécuritaire possible. Que c'est ça, on avait établi quand même une bonne communication, puis je vais la mettre en confiance. Parle-nous, tu sais, c'est plus on a, mieux c'est pas de se plaindre que de nous dire que ça fait mal ou que ça va pas. Au contraire, ça nous donne juste du contexte, puis c'est encore plus facile pour nous de faire la bonne recommandation. Et puis ça a été, c'est ça, plusieurs spécialistes qu'elle a vu, on a eu des soupçons de fracture de stress au niveau du pied, puis ça... Fracture de stress. Hey, on a déjà nommé ça souvent, là, puis je l'ai entendu dans un autre podcast. J'ai le goût de faire une petite parenthèse pour l'expliquer parce que ça n'a aucun rapport avec le « je suis stressé », une fracture de stress, là, pour ceux qui se demandent. C'est une fracture, on peut dire une fracture de stress mécanique. Fait que c'est plus on vient stresser mécaniquement un os, qu'on y impose la charge tout le temps, sans y laisser le bon repos. Mais c'est là que ça fait une micro-fracture qui est difficile à voir, là. C'est une fracture qui est vraiment, là, c'est pas cassé en deux comme si je me cognais sur une patte de chaise, par exemple. C'est vraiment juste qu'il y a des petites micro-fractures dedans, puis c'est douloureux. Puis ça, c'est en quelque sorte du surentraînement, parce que t'as l'os et le périoste, puis un doit se balancer, c'est il se crée de l'os pour rétablir la perte osseuse qui a été faite au niveau de l'effort puis de ta vie en général. Mais quand ça, c'est déséquilibré puis que l'os se recrée plus assez vite pour l'effort que tu y imposes, ben il vient qu'à se fracturer. Fait que, oui, on dit fracture de stress, là, mais ça n'a aucun rapport avec le stress de la vie moderne. C'est vraiment juste que mécaniquement, on a stressé l'os un peu trop puis on n'y a pas laissé assez de temps de se régénérer finalement, puis il arrive ça. Je prolongerai ta parenthèse. Les différents stress qu'il peut y avoir, ça peut être, mettons, une augmentation de volume trop rapide, donc ou pas assez de période de récupération, comme tu disais, mais ça peut être aussi de l'intensité. Donc, une athlète qui va augmenter sa vitesse trop rapidement, la tension du muscle sur les os peut venir faire en sorte justement le même principe de micro-fracture là, qui s'accumule, surtout si la personne pousse toujours. Fait que même si elle n'a pas joué avec son volume. Changement de soulier rapide aussi peut faire ça, parce que là, encore une fois, le stress mécanique qui est appliqué sur le pied puis sur la jambe est différent, parce que la structure du soulier est différente, il n'y a pas la même gomme, la même absorption dedans, il y a des structures correctrices où il n'y en a plus, le soulier il est neuf, il est vieux, tu sais, tout ça, ça peut avoir une incidence aussi sur tout ça. Puis une fracture de stress, c'est très, très difficile à détecter. Il y en a que des fois, on va voir un petit bleu, ça va, mais généralement, je pense que les docs font tout faire des radios, mais pour vrai, j'ai jamais vu une fracture de stress, je pense, savoir à la radio. Là. Puis là, je suis pas radiologiste, là, mais tellement souvent, j'ai entendu des gens, ils ont rien vu. Mais oui, mais souvent, ça se voit avec une scintigraphie osseuse, qui est une radiographie qui est pas une radiographie, une scintigraphie, mais qui va voir les structures d'une façon vraiment différente, dans une dimension différente, où là, on peut voir ces micro-fractures-là. Mais ça, c'est tellement difficile d'accès que généralement, ils vont faire une radio, et si on a une petite soupçon pour on voit de quoi, au moins, ils peuvent orienter le traitement. Mais pour avoir une certitude d'une fracture de stress, généralement, je pense que c'est nécessaire d'avoir une scintigraphie osseuse. Puis tu sais, ça peut être long avant d'avoir le rendez-vous, puis après ça, d'avoir les résultats, tellement que une autre athlète l'année passée qui avait une fracture de stress, c'était porte ta botte pendant 6 semaines. Ouais. De toute façon, ça va être ça, le protocole. Fait qu'elle elle a attendu quand même sa scintigraphie osseuse, mais en attendant, porte déjà ta botte, tu vas te donner une chance. C'est pas rare qu'on voit ça, dire fais ça pareil, le traitement va être ça. C'est ça. On sait pas, mais ça va être ça. Là. Surtout quand la douleur est vraiment grande puis que c'est limitant, trop limitant, aussi bien d'aller avec le pire diagnostic, mais c'est ça.
Puis pour compléter là, l'histoire, là, je referme la On parenthèse. referme la parenthèse, oui. On revient. Finalement, ça a fini avec un podiatre qui a pu aider Annick justement là, pour trouver qu'il y avait peut-être certaines structures qui étaient irritées au niveau du pied, puis de placer une semelle ou du moins des petits un petit bloc, un petit quelque chose qui venait changer un petit peu la position du pied pour libérer certains, je me souviens plus si c'est muscles, nerfs ou quelque chose, il y avait vraiment une structure qui était irritée au niveau du pied. Puis là, de changer l'angle du pied ou comment il tombait dans la chaussure, c'est venu donner un petit break pour faire le repos, puis ça a super bien marché. C'est pas d'hier, on en a rarement parlé, puis pourtant, tu vois, le pied chez le coureur, c'est assez fondamental. Là. Bon, on a 2 autres là, Mais... qui jouent là-dedans. Là. Ouais, je pense que ça vaudrait la peine aussi peut-être de faire éventuellement un épisode avec un podiatre là, qui connaît bien la course pour nous dire qu'est-ce que ça peut amener à un coureur, la podiatrie. 2 fois, je suis allée voir un podiatre. Là, dans mon passé de course, là, j'avais justement 2 os qui subluxaient toujours. Fait que le chiro, fallait toujours qu'il me replace. Mais là, à un moment donné, je suis allée en podiatrie, puis on a fait des orthèses pour tout maintenir en place. Parce que quand on mettait le tape, un gros tape, là, c'était correct, ça créait plus cette subluxation-là. Je suis retournée aussi voir le podiatre, puis c'était l'année passée, puis j'ai eu une coupure, j'ai un morceau de vitre qui m'a planté dans le pied, en tout cas, j'ai un tendon coupé, là, qui, wow. ma petite orteil, elle lève plus, mais c'est juste ma petite orteil, puis tu sais, ça me nuit pas dans le quotidien, mais à la course à pied, mon orteil, il va comme en dessous, puis il se crée de la corne, puis à un moment donné, je me suis mis à avoir vraiment mal au petit orteil. J'étais allée en podiatrie, puis ils m'ont tout arrangé ça avec une petite prothèse là, pour trousser mon orteil qui voulait plus lever à cause du tendon. Mais oui, ça serait vraiment intéressant parce que d'après moi, il y a plusieurs problématiques qu'on pourrait éclaircir. Puis moi, je suis curieuse. Ben moi aussi, puis tu sais souvent on va se limiter, c'est parce qu'il y a juste pas juste sur en fait l'agissement qu'ils peuvent avoir sur le pied va avoir des incidences sur toute la chaîne. Tu sais de replacer comment le pied tombe, ça va avoir de l'incidence jusqu'à la hanche puis le bas du dos par exemple parce que le pied bouge différemment. Là. Fait que ouais, je pense qu'il y a beaucoup à explorer de ce côté-là. On peut tirer ça dans le temps là parce que tu sais les structures vont pas bouger automatiquement, fait que là tu sais ça va monter tranquillement pas vite. Là. J'ai envie de poursuivre avec le pied, avec Annie qui a de la douleur sur un pied. Ça dure depuis plusieurs mois, puis c'est difficile de la faire partir, cette douleur-là. Puis en plus, elle travaille debout, elle a beaucoup de pas à faire à tous les jours. Et puis, elle est allée en podiatrie. Et puis, elle a essayé l'infiltration de cortisone au niveau de son... pas au niveau de son tendon d'Achille, mais au niveau de son fascia, qui était épaissi pour venir l'amincir. Puis ça a été un petit peu ça l'enjeu, c'est une fois qu'on a fait l'infiltration, il y a un amincissement. Là, on va réaugmenter le volume tranquillement parce qu'il y a plus de douleur, mais il faut y aller progressivement. Premièrement, parce que ça fait un bout qu'il y a pas de volume. Puis deuxièmement, parce que le produit vient affaiblir le fascia. Puis là, on peut se ramasser avec une déchirure au final, tu sais. Mm-hmm. Donc, ça a été, c'est encore la ligne est mince où ça fait pas mal, on pourrait y aller, mais on a-tu une fausse sensation de guérison parce qu'il n'y a pas de douleur? Ça me fait penser à ceux qui vont courir ces Advil. Ouais. Dire, je vais prendre des Advil avant ma course parce que d'un coup que ça fait mal puis que il y a quelque chose, ça me semble ça va me donner un break puis ouais, mais tu viens endormir une douleur existante ou anticipée, ce qui fait que pendant que ça va faire mal, ben tu t'en rendras pas compte, puis tu risques d'aggraver ta situation. Là. Fait que, en tout cas, ça, c'est vraiment pas quelque chose que je recommande. Si tu es obligé de prendre des Advil pour aller faire ta course, ben clairement, tu as plus besoin de repos que d'une course. Pour ce qui est des infiltrations, ce que j'ai compris, par exemple, c'est la cortisone enlève l'inflammation. Puis qu'est-ce qui peut se produire? Mettons, dans une articulation, mettons, on prend 2 os, là, puis tu as une infiltration de cortisone. Là, les 2 os, ils peuvent être comme, justement, il y a beaucoup d'inflammation entre les deux, puis ça peut venir irriter un nerf, par exemple. Et puis, quand il va y avoir l'infiltration de cortisone, ben l'inflammation va diminuer, puis ça va arrêter d'irriter le nerf, puis il va arrêter d'avoir de la douleur. C'est pas nécessairement que la cortisone va venir endormir la douleur, mais vu qu'il y a plus d'inflammation, puis les structures se touchent plus, mais ça donne un break de sensation de douleur. À un moment donné, c'est sûr qu'avec l'entraînement, ben l'inflammation va se réinstaller. C'est pour ça qu'il y a besoin d'avoir des infiltrations à répétition. C'est à savoir, est-ce que les structures deviennent abîmées quand il y a des infiltrations? Mais là, ça, je m'y connais pas assez, là. Mais je sais qu'il y a quand même certaines normes.
C'est une bonne question, ça, pour notre ami Doc Étienne qui nous avait parlé, qui pourrait venir nous parler d'infiltration, justement. Je pense que c'est en plus en orthopédie, c'est dans ses spécialités. Ouais. Ouais, ça pourrait être intéressant, ça. Ce serait le fun de savoir aussi la nuance entre orthopédie puis podiatre, parce que je pense que ça vient un peu s'entrecouper, tu sais. Le podiatre, je sais, c'est spécifique au pied, mais il doit y en avoir un petit peu d'orthopédie en même temps. On pourrait explorer ça aussi. Absolument. Ouais, j'aimerais ça parler de Marie-Claude qui est justement la semaine passée, je courais derrière elle, puis je dis moi je m'installe en arrière de Marie-Claude qui a son patron de course parfait, tu sais. Tu vois c'est fou, hein? Ah oui, j'aime ouais. ça la regarder courir. Oui, c'est ça, c'est beau. Tu sais, des fois je regarde des beaux tatous là, mais là je regarde Marie-Claude courir parce que c'est beau. Puis tu vois tu sais son tonus musculaire, tu vois qu'elle s'entraîne très fort, elle est très assidue. Puis ce que j'ai envie de nommer c'est tu sais Marie-Claude est très discrète. Elle va faire sa course, faire sa sortie. Elle a l'air de super bien aller, puis ça a l'air léger, ça a l'air facile. Si tu dis, mais moi, je veux courir comme quelqu'un, je veux courir comme elle, là, tu sais, ça a pas de l'air, elle s'arrache pas la vie. Mais il y avait une pression plus au niveau personnel, au niveau de la performance, par rapport à elle-même. Elle se comparait pas à personne d'autre. Elle voulait juste... Elle avait comme des balises à l'intérieur d'elle, dans sa tête. Puis c'est ça qu'elle voulait atteindre comme objectif. Puis vouloir progresser, puis tu sais, on le sait, c'est imperceptible, la progression, fait que ça devenait à un moment donné mettre plus de pression sur les entraînements, puis ça devenait moins agréable pour elle. Tu sais, c'est quand même des enjeux importants, tu sais, c'est pas une blessure physique, c'est pas une limitation qui est, ben oui, un peu physique, mais c'est surtout l'enjeu de confiance, l'enjeu de réalisation personnelle, d'être capable d'atteindre ses objectifs. Mais finalement, son regard s'est un peu tourné vers l'idée de faire beaucoup de volume. Puis je pense que c'est vous autres qui n'aviez parlé, ou ben t'avais parlé que t'as pas atteint ton objectif de volume, tu sais, de genre 8 kilomètres, oui. là. Fait que elle s'est tournée vers ça, c'est écrit, moi je vais atteindre un volume par mois, ça va être ça mon objectif, mais je vais le faire sans pression, sans pace, sans vitesse, tu sais, juste parce que c'est sain pour moi de faire X volume. Donc, c'est ça que je voulais souligner. Puis c'est un enjeu psychologique. Tu sais, tu travailles ça juste dans ta tête. Là. Tu peux pas t'entraîner plus fort. Là. Faut que tu réfléchisses puis que tu finisses par trouver quelque chose, un équilibre à l'intérieur de toi, dans tes réflexions, dans tes pensées. Fait que je voulais souligner ça aussi. On aurait plein de choses à dire encore. Hein. On aurait pu faire 3-4 épisodes, je pense. Pour vrai, on nous demandait récemment de faire des épisodes plus longs qu'1 heure, puis pour celui-là, ça serait facile. Et puis quand même, je pense on pourrait s'en garder, là. Effectivement. On avait demandé à toutes les personnes qu'on a nommées aujourd'hui, on leur a demandé la permission si on pouvait en parler. Et puis, tout le monde a levé la main en disant oui. On s'était peut-être fié sur le fait qu'il y en a certaines qui diraient non, donc on aurait été limité. Sauf que là, tout le monde a dit oui. Puis on n'a pas eu le temps de parler de tout le monde, mais toutes les athlètes ont des histoires super intéressantes, super pertinentes. Puis là, on est juste allé avec le flow de notre conversation vers les idées où ça nous menait. C'est pas parce qu'il y avait des histoires plus intéressantes que d'autres. Donc, je tenais à spécifier ça. En conclusion, ben j'espère que vous avez aimé ça, puis que vous avez pu retirer quelque chose d'intéressant. Moi, je peux vous dire que on était vraiment d'une belle énergie, nous deux. C'était un coup qu'on rentre là-dedans, c'est vraiment la passion, moi, qui embarque. On parle de quelqu'un. Avant tout, c'est la réussite de l'athlète dans ses objectifs, mais moi aussi, je ressens des victoires aussi à travers les réussites des autres. Quand tu dis, hey, good. J'ai su bien l'influencer, j'ai su l'amener là où elle avait envie d'être au bon moment, où il y a eu des embûches, puis on a réussi à travailler ensemble, puis à dénouer ça, alors que ça aurait pu être, pour certains, la fin de leur carrière de course. Là. Hey, tant pis, c'est bien trop dur, j'arrête, ou je suis blessé, je peux plus courir, c'est fini. Alors que il y a tellement de beaux succès qu'on peut vivre, puis moi, de voir réussir les gens comme ça, je trouve ça tellement gratifiant, là. Ça, c'est juste wow. Fait que d'en parler aujourd'hui avec toi, j'ai trouvé ça super cool. Ça m'a ramené des souvenirs, ramené des fois des points hey, c'est vrai, tu sais, ces gens-là sont passés par tellement de choses qui expliquent pourquoi on est là aujourd'hui. Fait que ça a été très cool. Ça nous rappelle pourquoi on le fait. Ouais, tellement. Je pense qu'avant tout, il faut le faire par passion. Il y en a qui évidemment y en vivent, ce qui n'est pas notre cas. Fait que nous, c'est vraiment par plaisir, par passion pour faire grandir l'athlète lui-même, puis de voir cette
de belles avancées là, je pense. Avant de finir, t'avais-tu une plug pour nous autres, Bill? Oui, moi j'ai le goût de vous parler d'une bière qu'on a découvert, la Partake. Ils ont plusieurs modèles, c'est brassé en Ontario. Et puis, des modèles, plusieurs saveurs, pardon, où ils ont des blondes, des noires, etc., qui sont, à mon avis, quelconques. Par contre, la IPA, elle est délicieuse. Souvent, les bières, je l'ai pas dit, mais c'est une bière sans alcool. Ça, c'est le point important. Donc, une bière sans alcool, puis la IPA, généralement, l'IPA sans alcool, j'oserais dire que ça goûte un peu l'eau, alors qu'une IPA, généralement, une vraie IPA, c'est très goûteux. Mais cette bière-là, la Partake IPA, il y a une bonne amertume dedans, il y a un bon goût, mais elle n'a pas d'alcool. Puis d'autant plus, la plupart des bières sans alcool vont être à peu près entre, je dirais, 60 et 100 quelques calories par canette. Celle-là, elle a seulement 10 calories par canette. C'est ça qui est un peu bluffant, c'est que c'est pratiquement comme boire de l'eau là, à 10 calories par canette. On compte même pas ça dans un bilan calorique de la journée, mais elle a du goût. C'est très très loin de goûter l'eau. Fait que Partake IPA, c'est ma plug de cette semaine. C'est intéressant. Puis toi, as-tu quelque chose à nous plugger? Oui, en fait, j'en ai deux. La première, ça serait l'enregistrement de l'épisode aujourd'hui. Je te dirais que c'est venu boucler ma journée, une belle course ce matin, et puis de faire un wrap-up comme ça de notre année avec nos demoiselles. On a eu du plaisir, c'est le fun d'échanger, fait que je te dis un gros merci. Puis ma deuxième plug, ça va être ma laveuse à tapis. Même si j'ai failli me dérincher le dos, là, sérieusement, ça fait vraiment la job. Plutôt que de l'emprunter à mon ami, je pense que je vais aller me l'acheter. Conclure, qu'est-ce qu'on dit à nos auditeurs? Bonne course! Ici Coach Frank. Avant de vous quitter, si vous avez aimé cet épisode, une bonne façon de nous aider, c'est de partager cet épisode avec un ami. Bien sûr, vous inscrire au podcast, nous laisser un review 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify serait énormément apprécié. Okay guys, like and subscribe. « 100% d'accord avec toi. » Faut que j'aille faire pipi. Ah, vas-y. On a ça en tape. Ben écoute, moi ça me dérangerait pas. Ça pourrait être drôle. Tu le mets à la fin en genre de bloopers.